Comment résister sans se décourager? Chers auditeurs, salut! C'est l'heure de renverser la table avec la journaliste Salomé Saké qui pour nous garde chaque jour les yeux grands ouverts sur les nouvelles du monde sans se décourager. On a le droit de s'indigner, on a le droit de ne pas accepter le monde tel qu'il nous est présenté. Et ça fait partie aussi de la stratégie des personnes qui sont au pouvoir de nous faire croire que tout ceci ne pourra pas changer, que c'est une machine qui est beaucoup trop puissante pour qu'on puisse y faire quoi que ce soit, que nous serions dans une forme d'impuissance en tant que citoyens, en tant que citoyennes. Et c'est contre ça que j'entends lutter, encore une fois, en tant que journaliste, en disant, mais non, regardez, ce qu'il se passe est un choix collectif que nous faisons chaque jour et nous pouvons parfaitement essayer, en tout cas, d'y changer quelque chose. Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Je vous parle depuis une chambre d'hôtel à Turin, en Italie, un pays gouverné par l'extrême droite de Giorgia Meloni, mais qui connaît depuis quelques semaines d'énormes manifestations dans toutes les villes pour protester contre le génocide des Palestiniens à Gaza. En France, en ce moment, c'est le chaos politique, avec un gouvernement qui n'a même pas tenu 24 heures et l'extrême droite qui menace d'accéder au pouvoir. Personne ne sait ce qui va se passer. Dans cet épisode, nous essayons donc de comprendre avec la journaliste Salomé Saké comment regarder la situation en face et comment agir pour résister chacun, chacune à notre niveau sans se laisser abattre. On a parlé du rôle crucial de l'information et de l'importance de discuter avec ses proches. Salomé Saké est journaliste, elle travaille pour le média en ligne Blast, où elle fait des entretiens avec des chercheuses et des chercheurs, mais aussi des vidéos d'analyse et même des reportages. Il est impossible de compter le nombre de ces vidéos, tant elle en produit, mais vous avez forcément croisé sa silhouette très reconnaissable à sa longue tresse brune. Elle se sert par ailleurs de ses réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Blue Sky comme des mini-médias, des sortes de Salomé Saké Magazine, où elle informe son public et analyse l'actualité suivie par plus de 500 000 personnes. Salomé rappelle souvent que son métier, c'est d'enquêter, de vérifier, de transmettre, et que la soi-disant neutralité, souvent, c'est tout simplement la subjectivité des dominants. Elle a déjà publié 2 livres. Dans le premier, Sois jeune et tais-toi, elle a donné des chiffres et des visages à une génération qu'on accuse d'être paresseuse, mais qui vit la précarité de plein fouet. Dans le deuxième, Résister, publié juste après les élections législatives de 2024, après la dissolution surprise décidée par le président Macron, elle rappelle en quelques pages pourquoi il faut se battre contre l'extrême droite. C'est un petit livre rigoureux et accessible que certains ont offert par carton entier autour d'eux et qui a maintenant dépassé les 300 000 ventes. C'est un succès qui rappelle celui d'un autre petit ouvrage paru il y a 15 ans, signé par un ancien diplomate et résistant contre le nazisme, presque centenaire à l'époque où il le publie. C'était signé Stéphane Hessel et intitulé « Indignez-vous ». L'ouvrage vient de ressortir et Salomé Saké en signe la préface en digne héritière de Stéphane Hessel, qui lui aussi nous encourageait à résister. Alors pendant cette discussion, nous allons chercher comment résister, si possible sans se décourager, sans s'épuiser, ni se lasser. C'était un après-midi ensoleillé de septembre à Strasbourg, dans un ciel sans nuages. Nous avons franchi les 8 ou 10 contrôles de sécurité du Parlement européen pour nous installer, Salomé Saké et moi, dans l'hémicycle, là où siègent habituellement les 720 députés. Bienvenue à Salomé Saké! Voilà, sinon, on peut faire un peu de piano aussi. Salomé, tu vas donc nous jouer un morceau au piano. Non, pas du tout. Aucune de nous ne sait jouer du piano, malheureusement. Salomé, bonjour. Bonjour. D'abord, Salomé, est-ce que tu veux nous dire un mot sur le lieu où nous nous trouvons, au Parlement européen ? Qu'est-ce que cet endroit t'évoque ? À quoi tu penses en étant ici ? Je suis ravie d'être ici et de pouvoir parler dans l'enceinte, effectivement, de ce Parlement européen. Moi, je suis
une europhile à la base. C'est vraiment quelque chose qui a été structurant dans la manière dont je me suis informée très jeune. Et j'avais une vision très idéalisée de l'Union européenne. Et c'est une vision qui, paradoxalement, a changé lorsque j'ai fait mon Erasmus, qui est pourtant censé renforcer l'engagement pour l'Union européenne. Non pas qu'aujourd'hui, je ne crois pas en une Europe forte et la nécessité de s'allier entre différents pays, mais j'ai développé une vision beaucoup plus critique de l'Union européenne et notamment des politiques austéritaire qu'elle a pu imposer à certains pays comme l'Espagne, où moi j'ai fait mon Erasmus et où j'ai pu rencontrer des étudiants à l'époque de mon âge qui n'avaient pas du tout la vision aussi idéalisée en fait de l'Union européenne. Donc ça a été le début d'une documentation qu'on a produit notamment pour Blast sur ce que sont les institutions européennes, l'impact qu'elles ont sur nos vies et comment on pourrait les changer, les améliorer et surtout pourquoi les enjeux européens qui nous paraissent souvent loin dans nos pays sont des enjeux bien concrets auxquels on devrait toutes et tous s'intéresser. Il y a 10 ans, tu as fait cet Erasmus. Il y a 15 ans, quand paraît Indignez-vous, tu as 15 ans à l'époque, en 2010. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire et nous raconter ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Donc, c'est une époque de grande politique d'austérité de l'Union européenne qui fait suite à la crise économique dite des subprimes, qui nous vient des États-Unis. Oui, c'est le début, en tout cas, de ma volonté de m'informer assez profondément sur les questions économiques, puisque à l'époque, il y a cette crise des subprimes de 2008 qui va avoir des conséquences sur le monde entier et qui va provoquer des politiques d'austérité, mais aussi des grands mouvements d'indignation, de protestation, des mouvements de désobéissance civile. Ça va commencer en Espagne, justement, où des milliers d'Espagnols vont se réunir, notamment à la Puerta del Sol à Madrid en 2011. Ils vont dénoncer le chômage massif, la corruption et les politiques d'austérité qui sont imposées après la crise. On va les surnommer les indignados, les indignés, et ça va continuer à avoir de l'influence puisqu'en septembre, donc juste après, quelques mois plus tard, on va avoir le mouvement Occupy Wall Street qui va là aussi être un mouvement de contestation, de dénonciation de cette structure économique et de la manière dont la gestion, enfin de la gestion de la crise politique qu'il y a eu à travers tous les pays, de cette crise qui nous est venue des États-Unis et qui a touché le monde entier et qui a eu des conséquences bien concrètes sur la vie des gens, notamment la vie des plus précaires qui ne sont pas celles et ceux qui étaient à l'origine de cette crise en premier lieu. Et dans cette droite lignée, on a aussi eu dans ces mouvements de contestation un peu plus tard les printemps arabes, tout là aussi des mouvements de contestation qui ont vu le jour. Donc c'était quand même un moment de politisation. Et Stéphane Hessel, qui est donc ce résistant, il a publié ce petit essai Indignez-vous juste avant. On est vraiment dans... D'ailleurs, c'est pour ça que les manifestants du KNCM notamment en Espagne se sont appelés les indignés. Plusieurs millions d'exemplaires vendus, un appel à l'indignation de la part d'un des plus grands résistants, une figure de la résistance, quelqu'un qui a su en son temps résister au nazisme. Oui, qui s'est engagé dans les FFI, qui ensuite a été arrêté, déporté, qui a échappé de justesse à une exécution et qui ensuite toute sa vie s'est battu pour les droits humains, pour la démocratie et également pour la Palestine. C'est quelqu'un qui a toujours dénoncé le sort qui était fait aux Palestiniens. Il le rappelle dans son livre Indignez-vous. Il dit qu'il le fait aussi en tant que juif, puisque son père était juif. Et il écrit dans Indignez-vous qu'il déplore que certains réagissent avec beaucoup d'émotion quand il critique Israël, mais qu'il rappelle que lui croit en la valeur universelle des droits de l'homme et qu'il considère que quand le gouvernement d'Israël occupe les territoires palestiniens, il le fait en violation des principes énoncés par les Nations Unies en 1967. Il enfreint le droit et il doit être critiqué pour ça. Israël n'est pas au-delà du droit international. Voici ce qu'écrivait Stéphane Hessel en 2010. On est le 20 septembre 2025. Le génocide commis par Israël contre le peuple palestinien vient à nouveau d'être nommé, explicitement démontré, cette fois-ci par une commission d'enquête indépendante à l'ONU. Cette actualité, ce génocide est documenté par le média dans lequel tu travailles, par Blast, par plein d'autres médias. Il est aussi documenté par des journalistes palestiniens qui se trouvent sur place, puisque aucun journaliste, on le rappelle, ne peut pénétrer dans la bande de Gaza. Les journalistes palestiniens sont tués par centaines depuis le début de cette offensive. Quand on relit ces mots de Stéphane Hessel, quand on est comme toi au contact de cette réalité qui est reportée par tes collègues, tes confrères, tes consoeurs, qu'est-ce que tu en penses ?
Les mots de Stéphane Hessel, de manière générale, vraiment, je vous invite à relire ce texte, Indignez-vous, résonnent particulièrement aujourd'hui. Je pense qu'il a réussi à soulever des enjeux qui allaient être des enjeux peut-être du siècle. Et bien sûr, sur la question palestinienne, c'est particulièrement pertinent de relire ça aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est aussi le rapport à la vérité que Stéphane Hessel, là encore, dans son essai, va essayer de dénoncer. Il va parler de l'importance de nommer les choses, de documenter, et de cette place importante aussi qu'on a du journalisme. Alors là, j'extrapole un petit peu, mais moi, c'est comme ça que je le vis. Lui, il parle beaucoup des inégalités sociales, de tous les problèmes économiques auxquels on fait déjà face, en fait, en 2010, puisque ce texte, encore une fois, né après la crise économique. Ça, moi, c'est la partie que j'ai le plus documentée en tant que journaliste, parce que à Blast, c'est de ça dont je m'occupe, c'est des questions économiques. Et on fait face en permanence à un déni de la réalité, à un déni de la précarité, à un déni des systèmes reproducteurs d'inégalités. Et sur Gaza, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à regarder le travail qui a été fait par mes collègues à Blast depuis le début. On est vraiment un média qui a couvert cette question-là, avec des faits, avec évidemment des chercheurs, mais aussi avec un journaliste qui est sur place à Gaza. On a essayé de diffuser des images, de donner la parole aux personnes qui ont fait des rapports sur le sujet, puisque je rappelle que par exemple Amnesty International parlait déjà de génocide il y a un moment en s'appuyant sur des évaluations de terrain. Et en fait, on est dans une époque, un moment où peu importe les faits, on se retrouve à devoir discuter dans un débat qui est un débat du ressenti. De la confusion, en fait. Tu rappelles que pour toi, résister, c'est d'abord lutter contre la confusion. Lutter contre les forces qui cherchent à discréditer le réel en permanence, comme si le réel, comme si les faits, c'était des opinions. C'est ce que tu écris dans Résister. Oui, et on le trouve dans de nombreux médias. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura beaucoup à dire sur le traitement médiatique qu'il y a eu notamment de ce qui se passe à Gaza, pour une bonne partie qui est complètement absurde et qui est surtout décorrélée des faits. C'est-à-dire qu'on peut tous collectivement observer depuis le début un génocide en direct sur les réseaux sociaux, et on a de très nombreuses personnes qui continuent à nier cette réalité, qui continue à nier l'ampleur des massacres. C'est ça contre lequel il est difficile de se battre en tant que journaliste. C'est-à-dire que les faits ne suffisent plus. Et là, encore une fois, on parle de Gaza, mais on peut dire exactement la même chose sur des questions économiques, sur des questions démocratiques. On peut documenter les violations qui sont faites des droits humains, les violations faites aux droits de l'homme, à la démocratie, à tout ce qu'on a essayé de documenter à Blast sur la dérive autoritaire, même d'un pays comme la France. Et on continue à faire face à des gens qui nous disent non, ça n'existe pas. Et c'est ça qui rend extrêmement difficile l'exercice de notre métier, et peut-être même de plus en plus difficile, c'est qu'on fait face, oui, à une confusion, mais à un déni total des faits de la réalité. On va revenir sur les mécanismes qui permettent le déni ou qui l'encouragent. Mais ce que répète Stéphane Hessel dans ce texte, et ce que tu redis aussi, c'est que résister, sans se décourager, donc c'est d'abord s'indigner. C'est être en contact avec ses capacités d'indignation. C'est ne pas être indifférent au réel, à ce qu'il se passe autour de nous. Stéphane Hessel, lui, a résisté. Et toi, tu dis, il est temps de cesser de se demander ce que nous aurions fait à son époque pour se demander ce que nous voulons faire aujourd'hui. De quel côté nous voulons être. Dans le même ordre d'idée, j'ai vu une courte vidéo qui faisait remarquer que dans tous les films qui mettent en scène la résistance au fascisme, au nazisme, on s'identifie toujours au camp des résistants, alors que dans la vie, il y a très peu de gens qui s'engagent extrêmement activement. Mais ce qui me trouble en même temps, c'est que tout le monde se réclame de cette résistance, de cet héritage-là. Il y a plein de militants d'extrême droite qui se figurent, eux aussi, qu'ils sont en train de résister. Ils résistent contre des concepts ou des représentations qu'ils ont inventées, qu'ils ont réussi à répandre dans le discours public, comme le grand remplacement, par exemple. Donc l'idée qu'ils combattent un ennemi intérieur, les étrangers, les sans-papiers. Ils ont désigné comme ça des ennemis qui sont obsessionnels. Aux États-Unis, l'ennemi obsessionnel, c'est maintenant les antifascistes, l'ultra-gauche, etc. Enfin bref, il y a la désignation d'un ennemi intérieur où eux sont persuadés de se trouver dans le camp du bien, dans le camp de la résistance à l'oppresseur. D'où l'importance de l'information. Et moi, ça fait partie des premiers mots que j'utilise pour parler d'appel à l'indignation dans ce petit livre qu'est Résister, c'est de dire, avant de vous indigner, vérifiez l'objet de votre indignation, quelles que soient vos idées politiques, quelles que soient les idéologies dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. C'est extrêmement important. Et sur
par exemple les théories d'extrême droite, on peut effectivement regarder. Est-ce qu'il y a des millions de personnes qui arrivent pour nous tuer en Europe ? Bon, c'est complètement faux. C'est pas ce qui se passe. On a tout un tas d'indicateurs qui nous montrent que ce n'est pas vrai, que le grand remplacement est une théorie complotiste. Notamment, ce sont les démographes qui vont pouvoir nous expliquer ça. Et vraiment, c'est très très important de pas s'appuyer sur des faits divers, mais j'insiste, même du côté de par exemple, je sais pas, des féminicides. C'est pas parce qu'il y a un féminicide qu'on pourrait dire des féminicides. On a démontré, avec des sciences sociales, avec des chiffres, avec des statistiques, qu'il s'agit bien d'un phénomène structurel. On a pu en discuter. C'est de pas faire d'un fait divers un fait général. C'est de la méthodologie. C'est de la pensée critique, c'est une capacité à réfléchir, à s'informer. Donc comment est-ce qu'on sait en fait tout simplement si on est du bon côté entre guillemets de la résistance, de l'indignation, c'est tout simplement en s'informant correctement, en multipliant les canaux d'information, en regardant qui possède les médias qui vous informent. Est-ce que ces médias vont être capables, par exemple, de reconnaître des erreurs, en ne se fiant jamais, et j'insiste, jamais qu'à une seule source d'information. Pas, je vous dirai jamais d'écouter que Blast, de lire seulement Résister. Non, de conserver cette capacité de regard critique, c'est absolument essentiel, donc de multiplier les sources d'information. Ensuite, de se demander si ce qu'on défend participe à l'oppression de groupes humains, et pas que humains d'ailleurs, mais de se dire qu'à partir du moment où la pensée qu'on va défendre va impliquer d'enfermer des gens, de les empêcher de se soigner, de particulièrement questionner ça en fait. De provoquer leur mort, hein, on en est de provoquer 30 000 morts de personnes qui se sont noyées dans la Méditerranée par exemple en essayant de la traverser pour rejoindre l'Europe qui mène des politiques extrêmement agressives contre toutes les personnes qui essayent de fuir des conditions épouvantables dans leur propre pays. Et donc, ce sont nos impôts, notre argent, qui sert à financer ces politiques de mort contre les dizaines de milliers de personnes qui essayent de s'exiler. Tout ça repose en tout cas sur un certain socle idéologique, sur la promotion de choses qui nous sont présentées comme des faits ou comme des phénomènes structurels et qu'on peut assez facilement démonter en réalité avec des faits. Donc là, on parle globalement des militants d'extrême droite qui vont défendre une certaine vision du monde. La plupart des gens ne sont pas des militants d'extrême droite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut parler d'indignation. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'adhèrent pas spécialement aux théories dont on vient de parler et qui considèrent qu'elles n'ont pas leur mot à dire, que finalement, il vaut mieux se concentrer sur sa vie à soi, que c'est aussi déjà assez compliqué comme ça, qu'on ne peut rien y changer, que ce n'est pas notre rôle. Et moi, c'est aussi à ces personnes-là que je m'adresse. Et je crois que ces personnes sont en très grand nombre aujourd'hui, qui sont même conscientes pour une partie d'entre elles des travers de notre monde, de tous les drames qui peuvent se dérouler, mais qui se disent « je n'y peux rien ». Et c'est contre cette pensée-là que Stéphane Hessel entendait déjà lutter en son temps. C'est de dire on a le droit de s'indigner, on a le droit de ne pas accepter le monde tel qu'il nous est présenté. Et ça fait partie aussi de la stratégie des personnes qui sont au pouvoir de nous faire croire que tout ceci ne pourra pas changer, que c'est une machine qui est beaucoup trop puissante pour qu'on puisse y faire quoi que ce soit, que nous serions dans une forme d'impuissance en tant que citoyens, en tant que citoyennes. Et c'est contre ça que j'entends lutter, encore une fois, en tant que journaliste, en disant, mais non, regardez, ce qu'il se passe est un choix collectif que nous faisons chaque jour et nous pouvons parfaitement essayer, en tout cas, d'y changer quelque chose. Et c'est évidemment l'agrégation de toutes ces potentielles indignations qui vont se transformer en actions, qui peuvent provoquer de très grands changements de société. Et je me permets de faire ta publicité, Victoire, puisque tu sors un podcast qui s'appelle « Et parfois on gagne », et qui me semble assez essentiel, qui est de rappeler que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu de grands mouvements, de grandes transformations, personne ne les a vus venir. C'est parti de petits groupes de personnes. C'est parti d'individus qui, à un moment, se sont dit « je refuse cette situation telle qu'elle m'est donnée. Ça m'est insupportable. Et donc, je vais essayer de changer cela. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, ça ne veut pas dire que c'est fait de la bonne manière, mais chaque fois qu'il y a eu, en revanche, des changements considérables, c'est parti de ça. Et on a besoin de cette étincelle. Et encore une fois, ça n'entraîne pas forcément le fait d'avoir une révolution ou un changement majeur ou une transformation, mais ces transformations vont toujours partir de cette petite indignation. C'est pour ça que cette indignation ne se suffit pas, mais qu'elle me semble essentielle. Et je terminerai sur le fait que ce n'est pas pour rien qu'il y a aussi
une décrédibilisation de l'indignation ces dernières années, notamment dans les médias conservateurs. Alors évidemment, leur indignation à eux, ça va, mais qui vont dire, là on l'a beaucoup entendu dans les mouvements sociaux récents, qui est de dire, ce sont des jeunes en mal d'intensité, qui ont envie de donner un petit sens à leur vie, ce sont des mini Che Guevara, pour qui se prennent-ils? Il y a une espèce de décrédibilisation de... Presque en ridicule. Presque, exactement, on tourne en ridicule l'indignation, et ce n'est pas pour rien, parce que je pense qu'ils ont conscience que s'il y a assez de personnes qui s'indignent en même temps et qui arrive à canaliser cette indignation dans une action potentiellement collective, ça peut réellement changer les choses. Et moi, c'est juste de ça dont je voulais rendre compte, c'est de dire, voilà l'état de fait face auquel on est. Peut-être qu'on pourra revenir quand même sur ce qui s'est passé en fait depuis que Stéphane Hessel a écrit ce livre, notamment sur le plan économique. Et voilà, dans l'histoire, ce qui a pu changer les choses. Voilà potentiellement ce qui peuvent être des outils. Ensuite, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Toi, tu as choisi pour résister d'informer, donc de lutter contre la confusion et de lutter pour l'information. Tu cites très souvent la philosophe Hannah Arendt qui a dit dans un entretien en 1974 que quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez les mensonges, mais que vous ne croyez plus en rien. Et qu'un peuple qui ne veut plus rien croire, il peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. C'est pour ça que l'information, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Stéphane Hessel et d'autres résistants avaient déjà publié un appel en 2004 où ils s'indignaient contre la mainmise des intérêts privés sur les médias. Et cette concentration, cette mainmise des milliardaires sur les médias s'est intensifiée ces 15 dernières années. Heureusement, il y a des contre-pouvoirs, des médias indépendants, des médias auxquels vous pouvez vous abonner. C'est pour ça que c'est important aussi de les financer pour qu'on ait une autre information qui existe. Et donc toi, tu travailles dans l'un de ces médias, tu informes. Informer, ça veut dire par exemple retracer et raconter l'histoire de l'extrême droite dans notre pays et en Europe, la définir, l'analyser, la regarder en face. Est-ce que tu peux juste nous dire, par exemple, qu'est-ce que les gens ignorent en général sur l'extrême droite? Qu'est-ce que tu dois rappeler à chaque fois? Alors, je crois que ça dépend des personnes, mais moi, le point effectivement sur lequel je veux insister, c'est la désinformation. On assiste effectivement à une concentration croissante des médias entre les mains de quelques-uns. Ça a été largement documenté. Je vous invite à regarder la carte du monde diplomatique qui, chaque année, se met à jour parce qu'il y a pas mal de changements en réalité qui montrent qui appartient à quoi. On a ces chiffres qui nous montrent qu'en France, 8 milliardaires et 2 millionnaires, si je ne me trompe pas, possèdent en gros plus de 80% de la presse généraliste. Donc tout ça, évidemment, a des conséquences. Ce n'est pas nouveau, c'était déjà dénoncé il y a plusieurs décennies qu'il y a une certaine vision de la société, de l'information qui sont diffusées dans une bonne partie des médias. Là, on assiste à quelque chose de nouveau avec l'extrême droite. Et moi, c'est sur ça vraiment que je veux mettre en garde. Là, on est sur une diffusion coordonnée de désinformation. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur juste une information qui serait biaisée ou qui serait partiale. On est vraiment sur des cas de fake news, de choses qui soit n'ont pas existé, soit sont complètement montées en épingle, qui vont être mises dans l'espace public, soit sur les réseaux sociaux qui appartiennent à l'extrême droite pour une partie d'entre eux, notamment avec X, anciennement Twitter, qui appartient à Elon Musk, soit dans un média d'extrême droite de la presse écrite. En France, on en a beaucoup qui appartiennent notamment à Vincent Bolloré, qui va être repris par un autre média d'extrême droite. Un troisième média d'extrême droite va interroger un politique sur cette polémique qui, j'insiste, a été montée de toutes pièces. Et on se retrouve avec une polémique nationale qui va finalement être commentée dans des médias qui ne sont pas d'extrême droite, et c'est là où c'est extrêmement pernicieux, et on se retrouve à avoir l'agenda de l'extrême droite qui est imposé, et le résultat, c'est cette confusion. Parce que va se dire le grand public, qui encore une fois n'est pas forcément nécessairement friand de ces chaînes d'extrême droite, mais il va se dire, si ça prend autant de place, s'il y a autant d'accusations, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il y a un sujet, c'est qu'il y a une polémique, et ça ne veut pas dire qu'ils vont adhérer nécessairement à ça. Et c'est comme ça qu'on brouille tout. Et ça, c'est une stratégie qui a été théorisée, qui a été pensée, notamment par Steve Bannon, bras droit, ancien bras droit de Donald Trump, qui disait dans un entretien il y a quelques années que la stratégie médiatique de son camp d'extrême droite, c'est « flood the zone with shit ». Inonder la zone de merde. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on doit faire face. Et on se retrouve avec un débat qui, encore une fois, est totalement absurde. C'est-à-dire que là, par exemple, nous sommes assises à une table qui est blanche.
Et il y a des... Ça, c'est toi, c'est ta perception qui voit ça. Voilà, et en fait, c'est ça. Et on va me dire, non, elle est rouge. Bien sûr. Et le débat, c'est ça. Non, moi je vous dis qu'elle est blanche. Et les deux opinions sont présentées comme équivalentes. Et ceci n'a pas lieu que sur des chaînes d'extrême droite. Et donc, si on doit insister sur un fait qui concerne l'extrême droite, moi c'est sur ça que je veux insister, c'est que les fake news d'extrême droite, les polémiques montées en épingle par l'extrême droite n'ont pas lieu que sur les chaînes d'extrême droite. Elles infusent le débat public. On se retrouve à en discuter. Et nous, journalistes qui essayons de parler, par exemple, encore une fois, moi ma spécialisation, c'est l'économie. Donc moi quand j'essaie de parler de précarité, quand j'essaie de parler de chômage, de grands sujets économiques qui traversent le pays, de désindustrialisation, en fait je me retrouve sur certains plateaux télé à devoir commenter des polémiques qui n'ont aucun sens, qui ont été lancés par l'extrême droite, et pendant ce temps-là, on ne parle pas de très grands enjeux qui me semblent pourtant être des enjeux essentiels. Ça, c'est une stratégie, et c'est une stratégie qui est en train de fonctionner. Et il y a un deuxième aspect de la stratégie qui consiste à traiter de militants d'extrême gauche, toute personne, ou de wokistes, ou d'islamo-gauchistes, ou tous ces termes qu'ils ont employés, toute personne qui, globalement, essaie de porter une vision journalistique centrée autour des faits. Et là, je pense que là, il y a un écueil majeur. C'est que, déjà, on rappelle, première chose, être militant de manière générale n'est pas une mauvaise chose. C'est grâce à des militants dans toute l'histoire, et c'est ce que rappelle aussi ton podcast, que nous avons obtenu des droits. C'est parce qu'il y a eu des militantes féministes que j'ai le droit d'être là, que j'ai le droit d'être au Parlement européen, d'être écoutée, de pouvoir travailler. C'est parce qu'il y a eu des militants pour les droits des enfants qu'on a arrêté d'envoyer les enfants, en tout cas en Europe, dans les mines à 8 ans. Par exemple. Mais par contre, si vous écoutez les débats de l'époque, on est en train de travailler sur un épisode sur ça, là. Il y avait vraiment tous les patrons disaient que ça allait être l'effondrement général si on arrêtait d'envoyer les enfants à la mine et aux usines, vous voyez. Donc heureusement qu'il y a eu des militants et des militantes à travers l'histoire pour qu'on aille vers plus de justice sociale, pour qu'on aille vers plus d'égalité, pour des conditions dignes, en fait, tout simplement, pour qu'on aille vers plus de démocratie aussi. Donc déjà, avoir réussi à stigmatiser le terme de militant, c'est déjà une prouesse. Et ça nous vient là aussi de l'extrême droite. Ensuite, il y a cette idée d'extrême gauche, d'islamo-gauchisme, de wokisme, peu importe le terme. Déjà, la plupart du temps, on ne sait pas ce que ça veut dire. Là, on est en train de passer, je ne sais pas si vous avez remarqué ce glissement sémantique depuis donc en cette fin d'année 2025, qui est de plus parler d'extrême gauche, mais d'ultra gauche. Là, on est remonté d'un cran. Et l'idée, c'est de dire de tout journaliste qui veut décrire la situation, y compris une journaliste renommée en France que nous avons comme Élise Lucet, par exemple, qui a produit énormément d'investigations, elle et ses équipes, c'est de dire non mais ce sont des militants d'extrême gauche, donc il ne faut pas les écouter. Et face à ça, il y a des grandes rédactions qui se sont dit « Ah ben non, on veut surtout pas être accusé d'extrême gauche, donc on va mettre de côté certaines personnes, donc on va dire « Non mais oui ». Et en fait, on va donner des gages à l'extrême droite en faisant ça, au nom de la sacro-sainte neutralité, parce qu'on ne veut surtout pas subir ces attaques extrêmement virulentes de l'extrême droite. Et on ne gagne jamais à ce jeu-là. C'est une stratégie qu'on voit en France, qui nous vient des États-Unis. Tous les médias, que ce soit mais le New York Times, que ce soit vraiment des médias qui produisent de l'investigation, qui ont une méthodologie journalistique qu'on peut critiquer, qu'on doit critiquer, mais qui, par l'extrême droite, ne sont pas critiqués sur des faits, qui ne sont pas critiqués sur une véritable réflexion, avec un débat d'idées construit. Tous ces médias-là sont qualifiés d'extrême gauche, sont stigmatisés et ne peuvent même pas se défendre, parce qu'encore une fois, on est dans un espèce de débat de l'absurdité. Et donc, en tant que public, c'est sur ça que vous avez aussi une responsabilité, c'est de ne pas céder à ces qualificatifs qui n'ont aucun sens, de ne pas céder à ce débat public qui est complètement brouillé, et donc de savoir discerner ce qui est un média d'information, ce qui n'en est pas, les personnes qui, de toute façon, répandent la haine, la désinformation, et de ne pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et on a besoin de cette lucidité-là. Absolument, parce que, encore une fois, leur stratégie, c'est de tout brouiller, c'est de rendre tout confus pour qu'à la fin, la réaction du public et de la majorité des gens, ce soit de dire « j'y comprends rien, ça me concerne pas, c'est trop compliqué, ça prend trop d'énergie, je n'ai plus envie de me mobiliser ». Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent arriver au pouvoir. Et c'est à ce moment-là que ça devient extrêmement dangereux. La désinformation, ce n'est pas la cause du vote d'extrême droite. Je voudrais quand même insister là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire les gens sont désinformés, c'est pour ça qu'ils votent pour l'extrême droite. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est multifactoriel, ça a été très documenté par plein de sociologues, d'économistes. Mais c'est un terreau, c'est une condition. Il faut qu'il y ait un débat d'idées, d'informations qui soient brouillées, qui soient inaccessibles pour la majorité des gens, pour que des partis à tendance autoritaire fasciste puissent arriver au pouvoir. À quoi ça sert aussi de s'informer ? C'est parce que même si vous n'êtes pas journaliste ou vous n'êtes pas un média, en fait, en réalité, vous l'êtes, puisque vous êtes la source d'information privilégiée pour vos proches. C'est-à-dire que
le plus efficace pour combattre les fausses informations, la confusion, c'est de vous informer vous-même et d'en parler à vos proches. Parce que les gens font toujours plus confiance, chacun et chacune, fait beaucoup plus confiance à un proche quand il lui rapporte des informations, des analyses ou des faits qu'à des médias. Donc on a un vrai pouvoir, chacun et chacune, de correctement s'informer et d'en parler. Même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours agréable, de questionner et de garder le contact en fait avec des personnes qui peut-être vont soutenir des théories qui nous semblent délirantes, qui sont très confuses, parce que c'est ça qui fait changer les gens en fait. Le truc avec l'information, c'est que c'est pas forcément en regardant des débats télévisés que les gens changent d'opinion, c'est vraiment en parlant avec leurs proches. Et c'est pour ça que je donne des pistes pour discuter avec ses proches dans mon livre Résister, parce que ça me semble essentiel et qu'il y a une très grande différence entre le fait que moi, en tant que journaliste, j'aille sur un plateau télévisé d'extrême droite pour essayer de parler avec l'extrême droite dans un endroit où de toute façon personne n'est là pour avoir un débat construit, personne n'est là pour se laisser convaincre, personne n'est là pour changer d'avis, donc je ne crois pas que ce soit productif d'une quelconque manière. En revanche, vous, dans les dîners de famille, vous avez un privilège immense que nous n'avons pas, Victoire et moi ici présentes, qui essayons de diffuser de l'information, c'est que vous connaissez vos interlocuteurs. Personnellement, vous savez quelles sont leurs sensibilités, vous savez ce qui peut les faire changer d'avis. Et là, on a beaucoup parlé d'informations, données, des faits, vérifiés, sourcés. Il y a des gens avec qui ça marche. Il y a des gens, ça va être leur sensibilité, c'est-à-dire que vous ayez leur donner telle source, tel endroit, tel chiffre, ça peut fonctionner. Il y a des personnes pour qui c'est pas la meilleure manière de les convaincre. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles à des productions artistiques, qui vont être plus sensibles à des récits personnels, à quelque chose qui va au contraire toucher à l'émotionnel, par exemple. Et vous connaissez vos interlocuteurs. Vous savez, par exemple, les valeurs communes que vous avez avec cet interlocuteur. Vous pouvez, parce que vous avez peut-être avec votre interlocuteur un lien d'amour, vous pouvez raconter une histoire qui vous est arrivée à vous, quelque chose qui va susciter de l'empathie, quelque chose qui va toucher, encore une fois, cette personne sur un point précis. Et c'est pour ça qu'on peut en fait arriver à discerner chez son interlocuteur ou interlocutrice d'ailleurs ce qui va pouvoir la faire basculer. Deuxième chose très importante, fondamentale, c'est que vous fréquentez votre interlocuteur ou interlocutrice sur le long terme. Et on change rarement d'avis en une soirée, en un dîner. Souvent, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Je le sais pour l'avoir fait avec mes proches sur certains sujets, comme par exemple les droits des femmes, où j'ai pas fait changer d'avis quelqu'un en une soirée. Par contre, j'ai dit, voilà, on a cette conversation, tu peux peut-être lire ce livre, regarder ce film, regarder ce documentaire, et on en reparle la prochaine fois. Et au fur et à mesure, on peut essayer de faire changer quelqu'un d'avis. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument publier Résister après les élections européennes, après les élections législatives en France, où on peut se dire mais c'est pas du tout le moment, on n'est pas du tout en période électorale, mais si, pour moi c'était le moment, parce qu'on ne fait pas changer des gens d'avis, on ne reconnecte pas des gens à un système d'information vérifié en quelques semaines. Ça se joue sur plusieurs mois, sur plusieurs années, et en ça, vraiment, vous avez un pouvoir absolument massif. Après, j'ai bien conscience que, premièrement, il y a des endroits où c'est dangereux, donc je n'appelle pas à faire ça à tout prix. Il y a des personnes racisés, par exemple, qui peuvent être en discussion avec des personnes racistes. Je suis pas en train de dire à tout prix, allez vous confronter à des opinions racistes. Bien sûr, il y a des questions de contexte. Ensuite, il y a des questions de santé mentale. On peut pas, à tous les repas, tout le temps, être la personne qui va vouloir parler de politique ou de grands sujets de société. On a le droit de se reposer, on a le droit de pas avoir l'énergie, bien sûr. Mais ce que j'ai voulu souligner, et ce que tu as voulu souligner aujourd'hui, c'est de dire, ça sert. Ça a une utilité. Et regardez ce qui s'est passé lors des élections législatives de 2024 en France. Tout le monde donnait l'extrême droite gagnante, quasiment sans aucun doute. Les instituts de sondage, on sortait de résultats où l'extrême droite avait été triomphante aux élections européennes. On se disait en quelques semaines c'est impossible. Et on a assisté à une mobilisation citoyenne absolument hors du commun, qu'on peut retracer, qu'on peut documenter. Ça s'est fait sur les réseaux sociaux, notamment avec d'ailleurs des influenceurs qui ont pris position, et on s'y attendait pas forcément, avec un gros travail aussi de la part de plein de médias, un gros travail journalistique, avec un travail évidemment politique, un travail associatif, et un travail de plein de citoyens, de plein de citoyennes qui se sont dit qu'est-ce que je peux faire. Il y a plein de personnes qui ont fait du porte-à-porte, qui n'avaient jamais fait de porte-à-porte, qui se sont mises à partager aussi sur leurs propres réseaux sociaux. On a pu avoir des traces de beaucoup de dîners, justement, de discussions personnelles qui ont eu lieu autour de ces enjeux politiques. Quand la société civile se mobilise, ça fonctionne. On le voit aussi autour de la loi du plomb, on le voit aussi de tout un tas d'enjeux de société où soudainement on a une mobilisation et ça peut avoir des conséquences. Et moi c'est juste ça que je veux rappeler. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On est en plein glissement fasciste.
qui est largement documenté, je ne vais pas revenir sur tous les détails. On a des présentateurs qui sont censurés, on a des journalistes qui sont licenciés, on a des personnes qui fuient le pays dans ce qui était censé être... Des universités qui sont aussi attaquées. Les universités... des laboratoires de recherche. Là, on fait vraiment face à une destruction des preuves, en fait, du réel, qui est vraiment totalement flippante. C'est-à-dire, en fait, on préfère détruire en fait tout ce qui permet de documenter, par exemple, la catastrophe climatique, les inégalités économiques, enfin, de documenter le réel. En fait, l'administration Trump est en train de détruire tous ces outils méthodiquement, un peu comme si vous trouviez qu'il faisait trop chaud, vous cassez le thermomètre, vous voyez, comme ça, vous pouvez plus vous rendre compte qu'il fait chaud. Enfin, c'est complètement bref. Mais surtout, ça va très très loin, ça va très très vite, et ça va être compliqué d'en revenir. Je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis dans les années qui arrivent. Ça va être difficile de sortir de ce niveau de fascisation de la société. Là, on est dans l'enceinte du Parlement européen, on n'y est pas encore dans la plupart des pays de l'Union européenne. On a encore la possibilité de dire non, on a encore la possibilité de s'attacher à nos démocraties, de les consolider, de diffuser l'information, de ne pas céder aux sirènes populistes d'extrême droite qui nous viennent notamment des États-Unis et qui ont tout intérêt et toute volonté de s'imposer aussi en Europe. Je rappelle qu'en février 2025, il y a eu un rassemblement à Madrid de toutes les forces d'extrême droite européennes qui se sont rassemblées autour du slogan « Make Europe Great Again », en hommage évidemment au slogan de Donald Trump « Make America Great Again ». Donc on est vraiment là dans ce moment qui est charnière, dans ce moment crucial, et on ne peut pas se dire qu'on regarde ça en tant que spectateur, en tant que spectatrice, mais qu'on peut tous être acteurs, actrices d'un changement. On n'est pas voué à basculer dans des régimes d'extrême droite partout en Europe. Et qu'en tant qu'Européens et Européennes, on le voit déjà, puisque il y a beaucoup des concitoyens européens et européennes qui vivent déjà sous des régimes d'extrême droite. Pensons aux Italiennes, aux Italiens, aux Hongrois, aux Hongroises. Enfin, c'est. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que Stéphane Hessel, pour revenir à lui, puisqu'on lui rend un peu hommage aujourd'hui, déjà en son temps, il y a 15 ans, alerté sur la destruction démocratique à l'œuvre, alerté sur le danger que faisaient peser les différentes désinformations qui pouvaient déjà exister à l'époque. Et aujourd'hui, j'aimerais juste citer un rapport qui est celui du Vedem Institute, qui est paru il y a très peu de temps, encore une fois, au moment où on enregistre cette conversation. C'est que pour la première fois depuis 20 ans, il y a plus de régimes autoritaires dans le monde que de démocratie. Donc on est vraiment objectivement dans le cadre d'un recul global auquel il convient de mettre un frein et vite si on ne veut pas se retrouver dans une situation où il va être difficile de changer les choses. Rentrons dans les techniques concrètes, Salomé, sur comment on résiste si on veut informer et s'informer. Toi, tu t'y prends comment pour retenir toutes ces informations, pour organiser ces nouveaux savoirs? Tu les notes par thème? Il y a des chiffres que tu apprends par cœur? Comment tu nous conseilles de déguiser nos armes? Alors, je crois qu'il y a une distinction entre ce que je fais moi en tant que journaliste, puisque c'est mon métier. On peut s'en inspirer. Où j'écoute en tout cas différents JT le matin, mais encore une fois, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas faire ça dans sa journée et pour sa santé mentale également. J'écoute différents JT de différentes radios le matin. Ensuite, je vais lire la presse et c'est un point important, je vais lire la presse de différentes sensibilités politiques et je vais aussi regarder la presse de désinformation pour comprendre quelles sont les rhétoriques utilisées, qu'est-ce qu'il se passe de leur côté, quelles sont leurs stratégies, donc d'essayer d'avoir le regard le plus global. Et ensuite, je vais aussi regarder avec grande attention ce qu'il se passe sur Internet, où j'ai essayé de façonner mon algorithme de réseaux sociaux de manière à avoir accès à des contenus qui sont de sensibilités politiques différentes. Donc j'ai pas mal, par exemple, de contenus d'extrême droite dans mon fil d'actualité. Je conseille pas à tout le monde de le faire. Moi, ce que je conseille, c'est déjà d'identifier des sources d'informations qui sont fiables. Pour ça, comment on fait? Et on regarde s'il y a une forme déjà de pluralité, on regarde qui possède, c'est vraiment très important de regarder qui finance. Ça veut pas dire que quelqu'un qui est financé par un milliardaire va forcément dire n'importe quoi, c'est pas du tout ça, mais c'est de regarder comment est-ce qu'on peut par exemple y avoir des garanties d'indépendance, ce qu'ont fait des journaux comme Libération ou Le Monde, qui ont essayé au maximum de protéger leurs journalistes pour qu'ils aient une possibilité d'indépendance de leurs actionnaires, des personnes qui vont financer le média. Ensuite, on regarde, pour moi ça c'est vraiment un indicateur, est-ce que ce média reconnaît ses erreurs? Est-ce que ce média, parfois, dit, là, on s'est vraiment trompé, voici pourquoi, et voici quelle était notre méthodologie qui nous a amené à avoir ce type de problématique. Un média qui ne reconnaît jamais ses erreurs, pour moi, est un média qui est problématique parce que ce n'est pas possible de ne pas se tromper. À Blast, on s'est trompé plein de fois. Tous les médias dans lesquels j'ai travaillé, même que ce soit le service public, il y a toujours un moment où on fait des erreurs parce qu'on est humain.
Le problème, c'est pas qu'on fasse des erreurs. Le problème, c'est qu'on ait la capacité de le reconnaître. Et c'est toujours désagréable, je vous assure, en tant que journaliste, de reconnaître qu'on s'est planté. Personne n'aime ça, surtout pas publiquement, surtout qu'on sait qu'on va se faire tomber dessus. Mais c'est fondamental pour l'honnêteté, en fait, tout simplement. Et ensuite, croiser les sources. Je pense que c'est ça qui produit aussi une information de qualité. Je le disais au tout début de cette conversation, c'est de regarder ce qui se dit dans un média, puis un autre, par rapport à tel fait, et essayer de se faire sa propre idée. Ensuite, je voudrais insister sur le côté santé mentale. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « je peux pas m'informer, c'est trop difficile. Il y a trop de violence, ça me mine le moral, ça m'empêche d'avancer, c'est trop dur moralement. » Je le comprends vraiment. Et déjà, si vous n'allez vraiment pas bien, si vous faites partie des 1 jeune sur 5, par exemple, qui présentent des troubles dépressifs en France, aujourd'hui, ce sont les derniers chiffres de Santé publique France, je ne vous dis pas qu'il faut vous informer à tout prix. Simplement, je pense pas qu'il faille complètement abandonner l'information. Donc l'idée, c'est celle du juste milieu en fonction de votre situation. Je rappelle qu'il est tout à fait possible de s'informer correctement avec une presse mensuelle ou une presse hebdomadaire, qui va principalement consister à donc lire des choses, pas forcément regarder des vidéos violentes. Je pense pas que ce soit indispensable de regarder des images de meurtres, des images de massacres, pour comprendre qu'il y a des massacres. Par contre, ça me semble indispensable de s'informer de l'existence de ce type de choses à travers le monde, et ça on peut le faire en lisant, je sais pas, par exemple Le Monde diplomatique, ça paraît une fois par mois. Si vous lisez ce journal en entier, vous avez déjà beaucoup d'informations. Ça peut être en lisant, je cite des journaux comme ça, mais évidemment c'est pas que ça peut être de lire des longs articles de Mediapart qui décrivent, qui expliquent, et qui sont, je trouve, quand même parfois moins violents pour notre santé mentale. Si ce qui vous plaît c'est les réseaux sociaux, vous pouvez suivre des médias d'information sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de lire les longs articles si ça vous parle pas. Il y a des médias qui produisent des contenus tout à fait de qualité. Je pense à des médias comme Street Press, par exemple, qui informent très bien sur l'extrême droite, sur les réseaux sociaux. Évidemment, là, on pourrait reciter Mediapart, Le Monde, Alternative économique. Il y a tout un tas de médias qui produisent des informations vérifiées. Et c'est de trouver votre format, de trouver ce qui vous convient le mieux, la dose qui vous convient le mieux, mais surtout de ne pas lâcher cette volonté de s'informer. Et j'ajoute quand même que sur la santé mentale et les informations, bon, bien sûr qu'on peut peut-être avoir une meilleure santé mentale si on s'informe pas, j'en doute quand même. Il faut quand même rappeler que quand on est très anxieux, quand on est paralysé devant l'horreur qu'est le monde, le seul remède à l'angoisse et à l'anxiété, c'est l'action, en fait. Je suis assez d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est comme ça que nous on le vit. C'est comme ça que nous on le vit. C'est même, on le sait, si t'es très anxieux, il faut faire quelque chose en fait. Sinon, c'est comme ça qu'on sort en fait de l'état de sidération dans lequel nous met le spectacle du monde. C'est de se mettre en action. C'est pour ça que c'est très important de s'informer pour pouvoir se mettre en action et s'engager. C'était aussi ce à quoi nous encourageait Stéphane Hessel. Nous, on est beaucoup en action parce qu'on est très anxieux en fait finalement. Oui, c'est ça la réponse. Bien sûr. J'aimerais te poser une question, tu sais, c'est ma marotte là sur le déni, les mécanismes du déni de réalité, parce que on peut dire, ok, je vais résister, d'accord, au moins la base c'est que je m'informe, j'essaie d'informer mes proches et tout, ok. Mais ça a évidemment des limites parce que, tu l'as dit, et on le voit à très grande échelle, tu peux expliquer des faits, les amener, les exposer de façon claire, pédagogique, calme, autant que tu veux. Le déni, c'est une attitude très commune et pas rationnelle en fait. Quand je vois la forme que ça prend, je me dis que c'est très sincère en fait de la part des gens qui sont dans le déni. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous vous souvenez du salut nazi qu'avait fait Elon Musk juste après l'investiture de Donald Trump? Bon, des spécialistes partout dans le monde du nazisme, y compris de l'Antiquité romaine et tout ça, disent oui, c'est un salut nazi, c'est exactement pour ça qu'il l'a fait et tout. Bon, en France, on a eu, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, des séquences médiatiques avec des gens qui s'insurgent, qui s'indignent justement, et qui disent que c'est nous, ceux qui voyons un salut nazi dans ce geste, qui sommes des cas psychiatriques. Je cite Gilbert Collard, qui est du Rassemblement national. Et donc, je repasse souvent cette scène, parce que ça a été vraiment ahurissant pour moi. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Si on voulait un exemple de la névrose française, la séquence du bras tendu d'Elon Musk montre une folie française. C'est un geste très courant aux États-Unis. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Et je dois dire que le salut fasciste d'Elon Musk est un geste absolument effrayant, envoyé au monde entier.
Mais ces gens sont devenus fous, en fait. Mais ce qui est pire. Non, mais Gilbert Collard, je vous assure, là, faut s'inquiéter. Ces gens sont devenus fous. On est en psychiatrie, là. Oui. On est en psychiatrie. Mais ce qui est grave, moi, je trouve, c'est que, en fond, ça dit toute l'indifférence qu'ils ont pour la réalité du nazisme et du fascisme. C'était sur le plateau de Pascal Praud, donc sur CNews, qui expliquait ces gens sont devenus fous, ils sont indifférents, ils savent très bien qu'ils mentent en nous disant que c'est un salut nazi, mais ils nous manipulent pour nous faire croire que c'en est un. Tu vois, donc à ce niveau-là de déni du réel, je ne sais que dire, car je pense que c'est très sincère de leur part. Et donc ma question est, je ne sais pas, j'ai pas de certitude là-dessus, mais c'est qu'est-ce que c'est que ce rapport au réel, en fait ? Comment l'expliquer ? Comment tu combats ça ? Tu vois, quand t'as quelqu'un qui te dit ça, les bras nous en tombent. Enfin, de même, quand quelqu'un te dit... Un autre exemple que j'adore citer, parce que là, tu peux dire, oui, c'est des zinzins et tout. Bon, peut-être. Un autre exemple que j'adore citer, dans la grande bourgeoisie, j'ai croisé des gens qui m'expliquaient, des gens avec des responsabilités à la tête des sphères très élevées de hiérarchie, dans des entreprises de conseil et tout, qui m'expliquaient que ils avaient lu les rapports du GIEC. C'était pas mal, mais c'était faux. Que faire ? Que dire ? Que répondre à ce genre d'affirmation ? De même, alors je peux dire c'est un peu extrême, mais tu sais, l'attitude qu'on voit souvent, c'est « oui, mais ça, c'est des statistiques ». Je vais donner un autre exemple. Mon amie Lolita Rivet, qui est journaliste, qui a produit un podcast sur l'éducation sexuelle à l'école, rappelle à ses collègues régulièrement qu'il y a 2 à 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste. Ce sont des statistiques. Elle explique ça à ses collègues qui lui disent « ah non, mais ça, c'est des statistiques ». Non, mais c'est pour ça que je crois que le travail journalistique prend plusieurs formes. Et c'est important de ne pas donner que des statistiques. Il y a des personnes à qui ça va parler, il y a des personnes à qui ça ne va pas parler. Et ça me semble indispensable de coupler ça à du témoignage, à de l'humanisation de ce qu'on raconte, de montrer les conséquences du réchauffement climatique, les rapports du GIEC. Ce n'est pas que des chiffres. Ce sont des personnes qui sont mortes noyées à Valence. On en a vu les images, c'était très choquant. Et c'est d'établir ce lien de causalité qui est indispensable. On ne convaincra de toute façon pas tous les complotistes, toutes les personnes qui ont sombré dans la désinformation. Je crois qu'il y a un socle de personnes qui sera difficile à convaincre, qui sont enfermées aussi dans une vision du monde qui est celle-ci depuis si longtemps, qui ont forgé une partie de leur identité là-dessus, que ce serait une remise en cause personnelle, parfois presque dévastatrice. Donc, je dis pas qu'on peut convaincre tout le monde. Tu sais qu'ils disent la même chose de nous, hein. Oui. Je sais, mais pour ça, on renvoie, je pense, à ce livre de Naomi Klein, extraordinaire. Le double. Voyage au cœur du monde miroir, qui est donc une étude de cette grande intellectuelle canadienne qui a essayé de comprendre comment penser son double. Donc, qui elle est vraiment, donc Naomi Wolf, qui elle est vraiment devenue complètement complotiste du côté de l'administration Trump et tout, alors qu'elle venait plutôt des milieux intellectuels, un peu libéral, voilà, mais qui n'était pas très au fait de la réalité matérielle, quoi. C'est ça, en fait, qu'on peut comprendre aussi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de contact avec le concret, le réel. Mais encore une fois que tu dis ça, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont être là ? Oui, je crois les scientifiques, j'ai confiance en la science, dans les statistiques, dans les journalistes, dans les faits, dans la réalité. Je veux bien voir la réalité en face, même si ça contredit mes impressions, mes intuitions, mes préjugés. Je suis d'accord pour changer d'avis, je veux bien douter. Enfin, c'est comme une certaine disposition, c'est une éducation aussi, et d'autres qui vont refuser en fait tout ça, te dire que les universitaires racontent n'importe quoi, que la science c'est une opinion comme une autre. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ça c'est la production du doute, et ce n'est pas pour rien que Donald Trump s'attaque de manière aussi virulente aux universités, à ceux qui produisent le savoir, à la science. Et encore une fois, c'est une stratégie pensée de l'extrême droite. Je crois qu'on a encore une bonne partie des gens chez nous. Quand je dis chez nous, c'est en Europe, en France, qui ont eu accès à un système d'éducation aussi, par exemple, qui leur permet de savoir ce qu'est la science, pourquoi on peut faire confiance à la science. Et ça pose cette question de la vérité. C'est comment est-ce qu'on arrive à déterminer ce qui, pour nous, est de l'ordre de la vérité. Et moi, c'est une question que je me pose aussi régulièrement. Pourquoi moi, je fais plus confiance à la science ? Parce qu'il me semble que de par sa méthodologie, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionnent les scientifiques, les universitaires, les sciences sociales, comment on produit les journalistes, comment on produit ce savoir-là. Moi, il me semble que cette méthodologie est plus poussée, va plus loin dans la réflexion humaine, et que c'est ce qui s'approche le plus de la vérité, de par le nombre, tout simplement, de vérifications qu'il y a pu y avoir, de par les méthodes qui sont utilisées, et ce qui fait que je vais prendre ça comme référent, et qui, ça me semble
plus être une référence que Jean-Michel sur le plateau de CNews qui va dire moi au bar j'ai entendu un mec dire ça. Et en fait c'est vraiment une question de comparaison de méthodologie. Si demain ils se mettaient à avoir une méthodologie hyper poussée et qu'ils avaient une force de démonstration, je croirais ça. Mais effectivement c'est pour ça que c'est important de rappeler l'importance de la science. À quoi ça sert? À quoi ça sert les journalistes? Et il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à croire en la science et qui continuent à croire en ces méthodologies-là. Un chiffre très important sur cette désinformation, sur la progression de l'extrême droite. En 2017, en France, ces élections législatives, on a eu 9 députés du Rassemblement national. Aujourd'hui, on est à presque 150. Ça s'est passé en moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont basculé récemment. Il y a des personnes qui n'adhéraient pas à ce système ni de valeurs ni de conception de l'information il y a encore quelques années. Et moi, je crois profondément que ces personnes-là, on peut aussi aller leur parler et dire, bah voilà, qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Comment t'en es arrivé à penser ça? Moi, j'ai tel document, tel chercheur, telle personne tu qui permet repars dans les d'argumenter. faits. Et comme tu le dis, parfois ça sert à rien. En fait, il faut écouter d'abord l'émotion, Dans tous les cas, faut la écouter. reconnaître. Dans tous les cas, faut écouter. Voilà. Et ensuite, tu peux essayer de discuter du réel, mais d'abord, il faut être en contact avec l'émotion. Je dis ça parce que je vais essayer de formuler cette hypothèse sans vous, voilà, parce que elle est encore fragile pour moi, mais en fait, je me dis bon, ok, nous on essaye, nous on a ce rapport-là parce qu'on est journaliste et tout, donc on est là. Les faits, les dates, les chiffres, les statistiques, tout ça devrait convaincre les personnes. Encore une fois, il y a plein de gens pour qui ça ne marche pas du tout. Et donc, c'est un peu la même chose dans des discussions de vie privée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certainement. Mais d'être en conflit, par exemple, avec un proche ou une proche qui ne veut absolument pas reconnaître ce qu'il ou elle a fait ou ce qu'il ou elle a dit. Et qui va se mettre à vous dire non, mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça et tout. À l'évidence, si. Et en fait, ça lui cause un énorme problème de reconnaître ça. Il préfère nier la réalité. Plutôt que de reconnaître qu'il s'est trompé ou de reconnaître l'erreur. Et parfois de très bonne foi, hein. Pas parce que cette personne veut vous manipuler. Et en fait, face à ça, j'ai remarqué que ça servait à rien de réinsister en disant mais si tu l'as dit, mais si ça s'est passé comme ça et tout. En fait, il faut décaler la discussion. Et il faut reconnaître quelque chose de ce que cette personne dit. De l'émotion en tout cas qui l'agite. Pour moi, l'essentiel, et ça encore une fois je l'ai souligné quand j'ai essayé de produire un peu des techniques sur comment on peut convaincre, c'est de pas tomber dans le mépris. Et parfois c'est difficile quand on est dans certaines discussions de pas tomber ni dans la haine ni dans le mépris. On peut le ressentir, on peut le penser. Ça dépend de son objectif. Si votre objectif c'est simplement de faire entendre, voilà, votre colère, ça peut être quelque chose. Mais si vous voulez vraiment convaincre quelqu'un, essayez de faire changer cette personne d'avis, même si votre colère peut être tout à fait légitime et je la nie pas du tout. Si vous êtes dans cette démarche-là, vous pouvez pas vous mettre dans une posture méprisante. Et ça, c'est vraiment pour moi la base. Et donc, quand on est face à quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous paraît complètement aberrant, eh bien, soit on interrompt la discussion pour la reprendre plus tard, soit on essaie de montrer qu'on estime et qu'on a une certaine estime pour son interlocuteur. Moi, à la fin, à court d'arguments, je suis là. Parce que si tu t'argumentes sur le réel, ça nous fait péter un câble. En fait, c'est le truc qui nous fait péter un plomb souvent. Quand les personnes nient des faits, des chiffres, du réel et tout. On peut en sortir d'autres, aussi trouver par exemple des sources d'informations communes. Il y a des personnes, si on cite Blast ou si on cite Mediapart, elles vont dire non mais ça, moi c'est voilà, je leur fais pas confiance parce qu'ils ont été tellement stigmatisés. On peut aller chercher, par exemple, France Info ou Arte ou peut-être quelque chose qui fera plus consensus. Où faut trouver ce que la personne regarde, à quel endroit il y a quelque chose qui peut être une source d'information commune. Mais encore une fois, c'est un travail qui est très long, qui prend beaucoup d'énergie. Moi, j'encourage à le faire, mais peut-être que vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans. Peut-être que c'est trop difficile. Et il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut faire. On peut s'inscrire dans une association pour essayer de faire collectif, puisqu'une des stratégies de l'extrême droite, c'est aussi de diviser. On rappelle le corps social de manière générale, un corps social solide, c'est un corps social qui va être qui est uni, va être plus résistant à l'extrême droite. Donc ça peut être de s'inscrire dans des syndicats, ça peut être de créer un comité de quartier, ça peut être de vraiment continuer à préserver cette union, ce dialogue qui va pas se faire que autour de grosses discussions politiques, comme on vient de citer là par exemple. Il y a un livre qui s'appelle La bataille culturelle qui vient juste de paraître, qui a été écrit par une autrice de bande dessinée qui s'appelle Blanche Sabat et qui rappelle l'importance de l'art
qui rappelle l'importance des imaginaires, de ce qu'on peut faire si par exemple on a envie de produire des contenus, mais elle c'est au-delà de l'art, hein, c'est vraiment très très large ce qu'elle décrit dans son livre. Donc il y a tout un tas de choses en fait dans lesquelles on peut s'inscrire, mais l'essentiel c'est de surtout pas rester dans l'inaction, c'est de surtout pas rester dans ce sentiment d'impuissance et cette idée que ce qu'on fait sera jamais assez et que de toute façon puisque c'est trop grand et que ça nous dépasse, du coup on fait rien. Et c'est ça la mécanique qui est la plus dangereuse. Nous, on est là, on vous parle d'information parce qu'on est journaliste et que ça nous semble être le terrain, que c'est là que nous on lutte, parce que nous on a identifié que c'était un terreau, la désinformation, donc on est là dans les médias, on préserve la liberté de la presse, on se bat pour la liberté de la presse parce que c'est notre endroit, c'est là où on est nous compétente, en tout cas c'est là où on est le plus compétente par rapport à ce qu'on sait faire dans notre vie. Mais vous, qui êtes là aujourd'hui au Parlement européen ou qui écoutez ce podcast de Victor Tuaillon, vous avez des domaines professionnels différents, des territoires différents, des endroits différents où vous pouvez agir, avoir des idées que nous, on va pas avoir. Et où vous pouvez avoir cette impulsion, cette idée de demain je vais aller m'inscrire dans cette association qui était en bas de chez moi et qui me parlait depuis le début. Ça peut être des discussions que, encore une fois, vous aurez avec vos proches, mais c'est vraiment le fait de faire ça collectivement qui va pouvoir produire à la fin quelque chose, parce que je crois que personne tout seul n'a la solution. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire exactement pour faire reculer l'extrême droite partout à travers le monde. Vraiment, je suis démunie. J'ai identifié des endroits où ça me semblait être efficace sur certains aspects, à certaines échelles, avec certaines personnes. C'est ça que j'ai essayé de faire dans Résister. C'était de faire cette liste de ce qui me semblait, avoir fonctionné, de ce que j'ai pu documenter moi. C'est pas exhaustif du tout. C'est absolument pas la bonne réponse. Et je pense que toi non plus, on prétend pas avoir la solution. Simplement, on prétend alerter sur le danger que ça représente si on reste dans cette inaction collective. Et on espère en fait, moi j'en suis au stade où j'espère, vraiment c'est juste ça, j'espère qu'il va y avoir ce sursaut collectif qui va permettre d'obtenir des propositions différentes, des propositions communes, des actions différentes, et que dans le lot, il va y avoir des choses qui vont fonctionner. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, on va se retrouver dans une augmentation des régimes autoritaires. On va vivre potentiellement une bascule fasciste et on va subir tous les effets du réchauffement climatique et tout ce que vous connaissez probablement déjà. Donc en fait, c'est juste sortir de l'impuissance et du sentiment d'impuissance, parce qu'elle est pas réelle, notre impuissance, hein, c'est le sentiment d'impuissance qu'il faut combattre. On avait promis qu'on débattrait de comment ne pas se décourager, comment résister sans se décourager. Donc tu nous donnes des pistes pour ça. Toi, qu'est-ce qui te donne de l'espoir en ce moment en Europe ? Quel mouvement ou initiative te semble encourageant ? Qu'est-ce qui te donne du courage ? Ce qui me donne du courage, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui se bougent. En fait, c'est vraiment ça c'est pour ça que je parlais de collectif. Trouver des personnes autour de vous qui ont les mêmes préoccupations, qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de peut-être s'engager d'une certaine manière, ça fait tenir debout. Et à aucun moment, moi, je ferais le travail que je fais si je n'avais pas des personnes autour de moi. Je ne fais rien toute seule. Et c'est fondamental à comprendre pour en tout cas, moi, c'est ça qui me tient debout. C'est d'être dans une rédaction avec d'autres journalistes qui travaillent avec moi. On travaille avec les mêmes valeurs. C'est d'appartenir à une rédaction qui, par exemple, moi, je vous disais, je fais les questions économiques, mais j'ai des collègues qui font les questions écologiques, qui font ce qui se passe au Moyen-Orient, qui vont s'occuper de tout un tas d'autres sujets. Et c'est d'appartenir à ce collectif qui, moi, me donne beaucoup de joie, beaucoup d'espoir et beaucoup de volonté et de détermination au quotidien. Ensuite, ça va être, dans le cas des livres que je peux produire, ça peut être dans une maison d'édition, qui est une maison d'édition engagée, ou à qui je vais dire, est-ce qu'on peut mettre ce livre à 5 €, ce qui de toute évidence ne sera rentable pour personne, puisqu'on prend un risque énorme, et qui me dit, oui, allons-y, faisons ça. Ça me donne beaucoup d'espoir, d'avoir une éditrice qui me suit là-dedans, d'être avec des personnes au quotidien. Tu as dit au début, on est amis. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'être justement entouré de journalistes avec qui on va pouvoir échanger, avec qui on va pouvoir avoir ces débats où on n'est pas d'accord, où plein de fois on va s'engueuler un petit peu, où on va essayer de construire ensemble. Mais aussi on rigole et on se détend et on marche et on danse. Et on danse. Et on danse. Et on surtout toi. Mais et on chante surtout moi. Non mais c'est essentiel et ça peut paraître un peu futile et c'est ça que je déplore parfois dans des mouvements qui peuvent être des mouvements engagés sur des causes très sérieuses et très graves, c'est que le divertissement ou les moments de légèreté sont vus comme une forme de naïveté, voire d'indécence, et je crois pas du tout. Je pense qu'on en a absolument besoin. C'est donc de s'inscrire dans des collectifs, d'être entouré, je l'ai dit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan affectif.
évidemment. Et oui, parce que toi, tu résistes. Tu suis ton cœur qui insiste. Maman, on te l'a fait tout le temps. Non, mais c'est d'avoir un cercle d'amis très très solide qui va me permettre aussi de garder cette joie, de savoir aussi pourquoi je me bats. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de perdre si on entend essayer de changer quelque chose un tout petit peu à notre niveau, ou en tout cas essayer, c'est de se rappeler pourquoi on se bat. Et on se bat pas pour un monde austère où on est tout le temps sérieux, on est tout le temps dans l'indignation. C'est aussi des moments d'amour, des moments de joie, et ce n'est pas naïf de dire ça. Et c'est pour moi absolument fondamental de rappeler qu'on a le droit d'exiger ça et que ce n'est pas une utopie. Et là encore, on a rendu ça presque ridicule parfois dans certains médias, dans certaines oui, au frivole. C'est pour ça que moi je me suis beaucoup intéressée à l'amour et aux relations affectives, et je pense d'ailleurs que j'ai été influencée par ça, par la vie de Stéphane Hessel, puisque peut-être le savez-vous, mais Stéphane Hessel, il est né d'un amour à 3 en fait. Sa mère, elle avait 2 amoureux, c'était Jules et Jim. C'est les amoureux dans le film de Truffaut. En fait, c'est tiré d'une histoire vraie, qui est l'histoire de la mère de Stéphane Hessel, et de son père et du meilleur ami de son père. Le meilleur ami s'appelait Henri-Pierre Rocher. C'est lui qui a écrit le roman Jules et Jim, qui a ensuite été adapté par Truffaut. Et donc Stéphane Hessel, il racontait tout ce qu'il devait à sa mère, qui était une femme très libre et qui avait vécu sa vie librement en étant amoureuse de ces 2 hommes qui étaient très amis. L'un était français, l'autre était allemand. Et ça a fait aussi la force de résistance de Stéphane Hessel. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de s'intéresser à la libération des relations affectives et de se battre pour les droits des personnes LGBTQIA+. C'est pour ça que c'est important les combats féministes, parce que ça soutient aussi ces existences désirables et l'énergie et la joie dont on a besoin pour combattre les régimes fascistes et d'extrême droite qui, eux, seront toujours contre tout ce qui contrevient à leur tradition. Et surtout qu'on ne va pas attendre d'avoir obtenu une préservation totale de nos libertés, de la justice sociale. On ne va pas attendre d'avoir tout atteint, parce que ça n'arrivera évidemment probablement jamais au sens de parfait, pour s'octroyer des moments de joie et de bonheur. Et ça, moi, pourquoi j'en parle comme ça ? Parce que je n'ai pas du tout toujours fonctionné comme ça. Et que pendant des années, je me disais que les thématiques que je traitais étaient tellement graves, les images que je voyais étaient tellement dures, les personnes que j'ai interviewées avaient des vies tellement difficiles, qu'il y avait une forme d'indécence à moi, avoir des moments à côté quand je rentrais chez moi, de joie, de bonheur, de légèreté, de rire. Je ne me l'autorisais pas. Parce que je trouvais ça, je trouvais ça indécent. Et ça m'a coûté très cher. Et c'était le meilleur moyen de ne plus pouvoir travailler, en fait. C'était le meilleur moyen de ne plus pouvoir faire ce que je voulais et de m'engager dans mon travail. Donc, on a besoin de ça. C'est un carburant, c'est un fuel. On a besoin aussi de ça. Ça ne suffit pas, j'insiste, parce que je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de vous dire soyez joyeux de votre côté et puis c'est bon, tout va bien se passer. Mais pour moi, ça va se répandre, tu sais, magiquement. Genre, si on est content, ça va ruisseler sur le monde. C'est pas une dépolitisation. C'est surtout pas une dépolitisation de la joie, et c'est pas des conseils de développement personnel que je suis en train de vous donner là. C'est simplement de rappeler ça fait partie des conditions. Ça fait partie de ce dont on a besoin collectivement pour continuer à essayer d'apporter notre petite pierre au monde. Et si on veut continuer à faire ça sur le long terme, on a besoin d'avoir ça au quotidien. Je m'arrête là parce qu'on va partir dans une discussion infinie. Mais quand même, comme ces bibliothèques idéales, je voulais aussi citer un livre, parce que moi, ça me donne de l'espoir et du courage. C'est le livre Les peuples veulent, qui a été publié à la Découverte. C'est un manifeste collectif qui vient de révolutionnaires syriens, mais qui ont été rejoints par des révolutionnaires de plein de pays dans le monde, parce que là, on n'a parlé que de l'Europe et des États-Unis. Mais en fait, moi, ce qui me donne du courage et de l'espoir, c'est de voir que partout dans le monde, tout le temps, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se révoltent. Et il y a des gens qui décident de lutter. Dans ce manifeste, ils écrivent, par exemple, que oui, on peut bien repeindre les murs, reboulonner les statues, nous jeter sur les routes de l'exil, nous enfermer. Eh bien, il y aura une flamme qui reste au fond de nos cœurs lors des moments les plus durs, les plus froids, les plus sinistres. Dans la révolte, nous avons retrouvé notre dignité. Et c'était aussi ça que disait Stéphane Hessel à la fin de Indignez-vous, que avec les vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, ils appelaient à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon à notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Il concluait à ceux et celles qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre affection, créer, c'est résister, résister, c'est créer.
Merci beaucoup. Merci Salomé à toi, Saké. Victoire. Merci. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cette conversation. Merci au festival Bibliothèques Idéales de l'avoir organisée et de m'avoir autorisé à la diffuser dans Renverser la table. Avec Salomé Saké, on a rappelé que résister, c'est d'abord refuser la confusion, refuser que les faits soient mis sur le même plan que les opinions et continuer de discuter avec nos proches, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Parce que c'est souvent par le dialogue, l'empathie et la patience qu'on peut faire reculer les discours de haine. On a parlé de ce sentiment d'impuissance qui nous paralyse et du fait que la seule manière d'en sortir, c'est l'action, même minuscule. S'informer, militer, rejoindre un collectif, une association, créer. Et puis on a parlé de la joie, de l'amitié, de la fête, comme des conditions nécessaires pour tenir dans la durée. Et surtout parce qu'on ne résiste pas seulement contre quelque chose, on résiste avant tout pour préserver ce qui nous rend vivants et vivantes. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à le faire savoir chaque fois que vous parlez de ce podcast sur vos réseaux sociaux ou à vos proches, que vous laissez des commentaires et des étoiles, ça m'encourage à continuer. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur Substack. J'y partage entre autres des recos de bons bouquins et puis on peut en parler tous ensemble dans le chat des abonnés. Renverser la table, c'est un podcast créé et produit par moi, Victoire Tuaillon, en toute indépendance. Jeanne Longhini s'occupe de la production et de la communication, Solène Moulin a composé la musique et mixé l'épisode et Amandine Gilou concocté son identité graphique. Mélanie Vezeux s'occupe de la pub et des partenariats. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.